Participer et reconnaître la participation citoyenne et l'envie de partage sont essentiels. C'est non seulement s'appuyer sur les savoirs de terrain, mais c'est aussi et surtout apprendre ensemble, partager les savoirs, échanger les savoir-faire et faire des apprentissages un prétexte à la rencontre, pour finalement comprendre que l'on ne peut faire société qu'ensemble. Et moi, je travaille beaucoup avec d'autres adjoints, par exemple avec Patrick Bloch, chargé de l'école pour la diffusion de la culture scientifique. J'ai un appel à projet diffusion de la culture scientifique depuis 10 ans qui qui soutient financièrement des associations qui, par exemple, permettent d'observer les étoiles la nuit au printemps, qui vont dans les écoles ou qui font venir les écoliers dans des ateliers participatifs. Enfin, tout un mouvement qui permet de décloisonner le monde de l'éducation, le monde de l'enseignement supérieur et la ville, c'est-à-dire les petits Parisiens qui, chez eux, n'ont pas accès à toute cette culture qui est répandue dans la ville, mais si on n'a pas les codes pour y aller, on n'y va pas. Vous êtes engagé sur le climat, venez faire des ateliers, venez faire des conférences. Donc, la cour de l'Académie accueille aussi des expositions. Actuellement, on a Tomate Impact, qui est faite par Action contre la faim et qui expose la façon dont la culture de la tomate que nous consommons souvent, nous, toute l'année, génère en fait, dans les pays de production, des vrais problèmes de pollution et aussi de sociaux, parce que c'est fait dans des conditions qui peuvent être assez terribles dans certains pays. Et on le voit, depuis qu'on a ouvert, on a beaucoup de sollicitations pour organiser des projections de films, des débats, des conférences, des ateliers. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire on est dans le cœur de Paris, on a la chance d'avoir des très beaux locaux, et donc on a pensé des espaces très mutualisables, où les salles des fêtes, les salles des mariages, donc nos grands espaces, peuvent changer de configuration très facilement. L'équipe d'architectes de la ville de Paris qui ont travaillé sur le projet ont vraiment fait appel à des matériaux biosourcés, recyclés, réemployés. Et vous avez ici des démonstrations des différentes choses qui ont pu être conçues. C'est-à-dire que l'Académie, c'est aussi un lieu de démonstration pour montrer toutes ces solutions qui existent. Donc chaque jour, ça change. On a des espaces qui sont équipés. On a nos grands espaces thématiques, donc un espace de bricolage, un espace de cuisine. Donc ces boulettes qui sont une base de légumineuses, une base de céréales, auxquelles on ajoute aussi des légumes de saison. Donc là, on avait des champignons, on avait des blettes, des herbes fraîches et des épices. Donc là, les épices que les enfants ont choisies. L'idée, c'est pas de pouvoir tout faire nous-mêmes. C'est d'arriver à construire une communauté de bénévoles, de volontaires qui veulent agir, qui ont des compétences, qui disent moi je sais très bien coudre, ça m'intéresse de pouvoir avoir une permanence couture et d'être là chaque jeudi soir et de pouvoir aider des personnes qui vont venir en leur expliquant comment faire et de pouvoir un peu superviser cet espace-là. Yes We Camp, donc l'association qui avait fait les Grands Voisins dans le 14e arrondissement, qui s'est installée dans l'Académie du climat et qui a ouvert la Buvette, qui est cette sorte de café, restaurant écolo et social, donc avec que des produits locaux. Donc vous pouvez aller voir là, une carte qui est assez spécifique parce qu'on n'a pas de café ni de thé, produits qu'on ne trouve pas localement, mais de la chicorée produite par un torréfacteur du nord de la France. Voilà. Mais Yes We Camp qui a cette grande capacité, cette expertise à pouvoir créer une communauté, à arriver à créer des synergies entre des associations qui agissent sur le champ social, sur le champ écologique et à faire vivre ce lieu. C'est vraiment l'idée de cette Académie du climat d'être un tiers-lieu où on a une communauté qui va réussir à se créer entre personnes qui ont envie, entre jeunes, entre personnes qui recherchent à se former, d'autres qui cherchent à pouvoir agir, à être accompagnés. Et donc avec des vrais temps qui ont été pensés au sein de cette académie avec Yes We Camp pour pouvoir proposer des idées, devenir volontaire ou bénévole de l'Académie du climat et donc pouvoir donner un coup de main à la buvette pour tel événement, assurer des permanences. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de construire à l'Académie du climat. On est dans une approche aussi très de suivi et d'évaluation de tout ce qu'on fait. Chacun de nos ateliers sont suivis, il y a des questionnaires qui sont faits pour comprendre est-ce que ce qui a été transmis était suffisamment pertinent, est-ce que les enfants sont satisfaits ou pas, pourquoi, qu'est-ce qui a manqué. Et ça aussi, c'est ce qu'on essaie de construire au maximum pour voir qu'on a la chance d'être en début, on ouvre, d'être dans cette phase encore de test and learn, dans une démarche vraiment d'expérimentation. Le modèle, ce qui a été fait ici, ça peut se répliquer. Pas forcément dans cette taille-là, tout le monde n'a pas un bâtiment aussi grand,
Mais dans l'esprit, dans ce triptyque de sensibiliser, d'expérimenter, de se mobiliser collectivement, d'avoir des espaces modulables et de pouvoir, on a la chance de pouvoir tester tous ces ateliers-là, tout ça, ça peut se répliquer. Alors Lola, la boîte que vous tenez, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un micro. C'est un micro en mousse pour nos moments de rencontre, parce qu'on s'est aperçu lors de nos rencontres littéraires, qui font partie des mardis papotes, rencontres littéraires dans lesquelles on invite des auteurs, des autrices qui ont une actualité littéraire, on les invite à parler de leurs livres et à converser avec le public autour du livre et de la thématique qui est identifiée dans le livre. On s'est aperçu, les voix sont les voix des intervenants sont des fois un petit peu petites, donc on a besoin d'utiliser des micros pour que tout le monde puisse entendre. Sauf qu'on s'est aperçu qu'avec les micro Covid, on ne peut pas se les passer de main en main, donc c'est un peu compliqué. Et puis, les gens ne se sentent pas forcément légitimes aussi à demander le micro, prendre la parole, c'est un peu impressionnant. Donc, on a ce micro qu'on peut passer de main en main. Et surtout, mais on peut le jeter. Hey! Il est original parce qu'on est le seul tiers-lieu à proposer à la fois des espaces de coworking et des modalités qui permettent aux utilisateurs d'être dans des bonnes conditions pour pratiquer des activités physiques et sportives sur place, dans un environnement direct, et dans une logique aussi de réappropriation des espaces publics et naturels, dans un milieu urbain et très dense qu'est la Seine-Saint-Denis, où on manque aussi d'infrastructures sportives. Donc l'analyse aussi qu'on avait effectuée, c'était de se dire qu'il y avait un besoin aussi de redéployer de l'activité en extérieur, de redéployer de l'activité dans ces espaces naturels qui sont existants et qui sont des mines d'or un peu dans notre département, constitués par le canal de l'Ourcq, constitués par des parcs tels que celui-ci. Et donc l'objectif, c'était de saisir cet environnement pour conférer vraiment une proximité pour les habitants avec ces espaces de coworking et ces pratiques sportives développées en proximité, et d'avoir aussi des espaces associatifs et collaboratifs, puisque ce lieu est vraiment tourné vers la ville et permet aux habitants de venir sur des temps associatifs, notamment en soirée, autour de débats, de rencontres citoyennes, de projections cinématographiques et de débats, de temps de sensibilisation sur des thématiques telles que la santé, des temps d'ateliers de formation autour des métiers des médias, du journalisme. Donc, c'est un projet hybride qui regroupe à la fois l'activité économique, l'activité sportive et l'activité collaborative, associative et citoyenne. Les gens n'ont plus d'espace pour se rencontrer, pour mixer les populations, donc on a vraiment besoin de lieux associatifs comme celui-ci. C'est le lien social. On est résolument dans l'apprentissage finalement et la connaissance, l'interconnaissance finalement des habitants. Et ce type de lieu dans des territoires qui accélèrent et qui se transforment à une vitesse considérable, comme en Seine-Saint-Denis, mais plus largement dans la métropole du Grand Paris, ce sont des lieux indispensables pour l'avenir, que les gens finalement restent chez eux, à jamais se côtoyer, à jamais se rencontrer, à jamais se parler, ou si peu. Et nous, on veut, à travers ce projet, contribuer à créer cette mixité et cette inclusion au sens large. Et c'est en ça où c'est intéressant en termes d'apprentissage et de transfert de compétences, c'est qu'on propose aux coworkers, on propose aux pratiquants sportifs, aux habitants, d'être aussi eux-mêmes à la fois force de proposition, mais également acteurs de ces ateliers, puisqu'ils et elles ont des compétences. On a tout un panel de catégories socio-professionnelles et des gens qui font des métiers différents ou qui ont des passions différentes et qui ont envie de les transmettre, qui ont envie de les partager. Et c'est vraiment l'objet de la planification qu'on est en train de mettre en place avec un certain nombre de temps en soirée, le week-end, où le lieu sera, en plus de ce qu'on fait sur le sport et le coworking, ouvert du coup sur ces ateliers et ces temps d'échange.
lorsqu'on parle de démocratisation culturelle, de faire en sorte que ce qu'on considère comme étant l'offre culturelle soit mise à la portée du plus grand nombre possible, idéalement de toutes et tous, en tout cas du plus grand nombre possible. Donc il s'agit d'actions volontaires pour aller chercher des publics, pour construire des publics qui sont en lien avec les lieux, avec les œuvres, avec divers dispositifs. À mon sens, la démocratisation culturelle doit aboutir, in fine, à l'exercice d'une vraie démocratie culturelle, où tout un chacun, toute une chacune, si je puis dire, exerce ses droits à la culture. Donc c'est autre chose, c'est un aboutissement, et c'est ce à quoi nous voudrions, je voudrais, avec la maire de Paris, arriver. C'est-à-dire qu'on travaille d'abord avec des publics, et puis on travaille aussi ensuite avec la population. Et dans population, vous entendez peuple, donc il y a là un rapport très fort à ce qu'est la manière de vivre démocratiquement dans une ville, dans un territoire, en l'occurrence à Paris. En termes de démocratisation culturelle, il est vrai que nous œuvrons beaucoup, le plus possible en tout cas. Je pense à des dispositifs en direction des plus jeunes. Alors, ça va être des dispositifs qui permettent les résidences d'artistes dans des écoles, par exemple, les résidences d'œuvres, toujours avec la présence de médiation. Il ne s'agit pas uniquement de poser une œuvre à un endroit et d'attendre de voir ce que cela produit comme effet ou non. C'est tout à fait imaginable. C'est-à-dire que la rencontre se fait ou elle ne se fait pas. Autre chose est de dire, on met une œuvre dans une école et elle est accompagnée, la présence de cette œuvre est accompagnée de médiation, donc de personnes, de relations humaines qui vont faire en sorte de contextualiser, d'expliquer, avec derrière l'idée d'ouvrir les appétits, toujours. Plus on démarre jeune, plus on nourrit de liens avec la culture et qu'ensuite il faut bien sûr entretenir ça et qu'il faut aussi pouvoir imaginer qu'on déclenche ces appétits plus tard, mais en tout cas, fort accent mis sur la jeunesse. Ça arrive bien plus tard aussi. Je pense à des actions qui sont menées dans le champ social où, de la même manière, on fait intervenir des établissements parisiens, des grands établissements. Quand je dis grands établissements, ça n'est pas péjoratif pour les autres. Il ne s'agit pas de parler de la qualité de ce qu'ils font, même si elle est immense. Mais justement, il s'agit de se dire ces établissements ont une capacité à se déployer, à rayonner et à se déployer importante. Donc, ils le font très spontanément, très volontiers. Ils l'ont fait de manière extraordinaire pendant la crise. Ils vont à la rencontre, leurs équipes artistiques, les artistes, ceux qui les entourent, vont à la rencontre de publics assez fragiles, qui sont fragiles parce qu'ils sont dans une situation sociale difficile, donc ils résident dans des haltes d'urgence, ils résident dans des centres d'hébergement d'urgence, et là, on l'observe systématiquement, le fait de venir avec qui a un cours de pratique artistique en termes d'art visuel, qui des lectures de textes, qui des performances artistiques autour du théâtre, du cirque ou tout autre, a des effets assez remarquables, c'est-à-dire des effets bien sûr instantanés. Il y a toujours ce moment du spectacle vivant où on est dans la découverte instantanée, dans le moment suspendu, et bien sûr des effets beaucoup plus larges de dialogue entre les équipes artistiques et les personnes qui assistent à ces manifestations, entre les personnes elles-mêmes. Donc tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que ça a des effets en termes de lien social, et ça c'est non seulement précieux, c'est devenu, je crois, indispensable et incontournable. On l'a vu cet hiver et on le sait à plus long terme. Voilà pour quelques exemples qui me viennent en tête spontanément. Il s'agit en la matière d'observer
et de respecter. Il se trouve que lorsqu'on est élu à Paris, on est toujours élu d'un arrondissement. Et il convient de ne jamais oublier ça. Parce que lorsque vous regardez ce qu'il se passe, je parle du champ culturel, lorsque vous regardez ce qu'il se passe au quotidien dans les arrondissements, donc au plus près de la vie des habitants, mais je parle des habitants, il y a aussi les passants, il y a aussi les visiteurs, il y a aussi les professionnels, les touristes, tous ceux qui viennent vivre à Paris de manière durable, quotidienne, ou bien qui la fréquentent, notre ville capitale. Et bien lorsque vous regardez ça, vous vous rendez compte d'une richesse dont je pense qu'elle est infinie, parce qu'elle se régénère. Donc elle est infinie. Et en l'occurrence, ce qu'est la vie associative culturelle à Paris, c'est essentiel. Ça mérite d'être non seulement observé, non seulement analysé, mais bien sûr accompagné. Là où je pense que nous avons un enjeu et un rôle à jouer, eh bien, c'est pour mettre en relation un certain nombre d'initiatives. Il y a ce que font les associations, je viens d'en parler, c'est extrêmement divers quand on regarde les champs couverts. Il y a les équipements de la ville, présents dans toute la ville, donc au plus près de la vie des habitants. Je pense aux bibliothèques, je pense aux médiathèques, je pense aux conservatoires, je pense aux ateliers beaux-arts, qui plus est, je pense aux maisons des pratiques artistiques amateurs, et je pense aussi à ces lieux culturels que j'évoquais tout à l'heure, ces grands lieux que nous pouvons mettre en relation, que nous pouvons en tout cas inviter à aller à la rencontre de ces acteurs-là. Il y a ce dispositif des plateaux artistiques. Les plateaux artistiques, c'est exactement ce dont je viens de parler, à savoir des établissements culturels de la ville de Paris, des musées de la ville de Paris, qui se déploient en dehors de leurs murs, ceux où la création naît. Donc le moment de la création est incontournable, non seulement incontournable, mais essentiel. En tout cas, ces lieux-là, qu'ils soient muséaux, qu'ils soient des lieux de spectacle vivant, vont être invités à travailler localement, je dirais, ce qu'ils font déjà beaucoup. Ils le font déjà beaucoup en allant chercher des publics, ceux dont je parlais tout à l'heure. Autre chose est de se dire qu'ils peuvent s'inscrire dans des lieux du quotidien, dans le respect de ce qu'ils font. Parce que toutes les formes de création ne se prêtent pas à ça. Toutes les œuvres ne se prêtent pas à ça. Il y a des œuvres qui sont déplaçables, d'autres ne le sont pas. Donc, à nous vraiment de travailler à insuffler ça, cette envie de part et d'autre d'ailleurs, y compris pour les acteurs locaux, d'accueillir les intervenants qui peuvent venir d'ailleurs, et pour ces grands lieux de se déployer dans différents endroits de Paris, des endroits du quotidien, encore une fois, insuffler l'idée, accompagner l'envie, si elle est là, inventer les modalités. Oui, donc l'association elle a été créée en 2016. Moi, je suis arrivé en 2011, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et le principe de l'association, c'est de faire du développement local avec les habitants. L'idée principale étant de permettre aux habitants du quartier des Amandiers de réfléchir ensemble et d'agir ensemble en mettant en place des projets qui répondent à leurs besoins, à leurs envies, aux problématiques du territoire. Voilà, avec vraiment cette méthode d'éducation populaire qui nous paraît intéressante et qui est un peu le cœur du métier de ce qu'on fait. Alors, au quotidien, les gens viennent nous voir soit en ayant une demande très précise. Est-ce que vous faites du yoga ici? Alors, soit on en fait, donc auquel cas c'est relativement simple, soit on n'en fait pas, et la réponse est de dire non, ça n'existe pas encore chez nous sur le quartier, par contre on peut essayer de voir ensemble comment on peut mettre en place cette activité ensemble. Ça c'est un petit peu le quotidien. Et puis on a un agrément qui est donné par la CAF, donc on a un centre social, donc ça se donne par le biais d'un agrément qui est donné par la CAF. Et cet agrément-là, il est donné sur la base d'un document qui s'appelle le projet social, dans lequel on fait un diagnostic du territoire, on voit quels sont les sujets prioritaires du territoire, et de là on essaie de proposer des axes d'intervention qui vont répondre à ces problématiques-là.
Il y a une méthodologie qui est très claire, hein, c'est-à-dire que ce projet social, ce diagnostic-là, c'est pas moi qui le fais tout seul dans mon bureau. Certains le font, mais en tout cas, c'est pas la méthode privilégiée. L'idée, c'est bien, ce diagnostic-là, de le construire en allant à la rencontre des gens, donc des habitants, mais aussi des partenaires ou des acteurs institutionnels qui travaillent sur le territoire. Donc il y a toute la partie données statistiques qu'on récupère à l'INSEE, mais il y a aussi toute cette partie enquête et puis construction ensemble avec les habitants de ce qui paraît prioritaire à mettre en place sur le quartier. Sur le quartier, par exemple, il y a un fort taux de mères isolées, beaucoup plus qu'ailleurs. C'est une donnée qui est confirmée par l'INSEE. De ce truc-là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on se met autour de la table et puis on essaie d'imaginer des choses, mais, et c'est ça aussi le côté éducation populaire, avec les gens concernés. On n'est pas dans ce qu'on appelle l'intervention sociale, c'est-à-dire que c'est pas moi qui sais parce que j'ai fait des études et que je suis le directeur qui va me dire bah tiens, il y a beaucoup de mères isolées, donc on va faire ça. Non, l'idée c'est bien d'impliquer l'ensemble des parties prenantes et donc les personnes concernées directement, c'est-à-dire en l'occurrence les mères isolées, et de dire voilà, c'est quoi votre sujet, c'est quoi votre quotidien, de quoi vous avez besoin et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer certaines situations ou certains sujets. C'est qu'il y a quelques années, il y avait des mamans qui venaient nous voir en disant moi mon gamin il commence à apprendre l'anglais, moi l'anglais je suis un peu largué, soit j'en ai jamais fait, soit j'en ai fait au collège il y a très longtemps, et du coup j'ai envie de l'accompagner dans cet apprentissage-là. De fil en aiguille, il y a eu des ateliers en anglais qui se sont montés avec toutes ces mamans-là via le théâtre. Le théâtre en anglais, c'était facilitateur, c'est quelque chose qui leur plaisait bien. Ça s'est transformé aussi en atelier d'écriture, donc elles ont monté une pièce de théâtre en anglais, elles ont fait des actions d'autofinancement pour pouvoir ensuite autofinancer un voyage en Angleterre. Et finalement, ce truc-là, entre 3-4 mamans qui se disaient « moi j'ai envie d'accompagner mon gamin dans son apprentissage de l'anglais », ça s'est transformé en théâtre en anglais parents et enfants, et avec une pièce qu'elles ont écrite et qu'elles sont allées jouer à Londres dans un théâtre londonien. Donc on est sur cette démarche-là. Alors c'est un peu l'exemple parfait, j'ai envie de dire, puisque bien entendu, il y a des choses qui ne fonctionnent pas aussi, très clairement. Mais en tout cas, notre façon de faire et notre travail, c'est bien de tenter de lever le maximum de freins pour que les gens se saisissent de tous les leviers qu'ils peuvent avoir pour aller au bout de leur projet et donc être dans du pouvoir d'agir. C'est ça qu'on appelle le pouvoir d'agir des habitants. Le principe de l'éducation populaire, en tout cas tel qu'on le voit ici, parce qu'il y a des définitions d'éducation populaire, je pense qu'il y en a des centaines, voire des milliers, voire une par personne, mais c'est bien de permettre aux gens de se rencontrer et de grandir ensemble. C'est compliqué de grandir ensemble sans avoir de lien social. Donc j'ai envie de dire que la base et le socle de tout ça, c'est le lien social. Quand il y a un atelier qui se met en place, il n'est pas réservé aux hommes, aux femmes, aux vieux, aux jeunes, etc. On n'est pas sur des comment dire tout à fait. Mais de fait, les groupes se constituent, et les groupes se constituent par affinité, par genre, etc. Ce qui est pas grave en soi. Moi, je considère aussi qu'on a besoin parfois d'entre-soi pour mieux ensuite aller vers l'extérieur. Donc, il y a plein d'ateliers ou plein d'activités où les gens se sont auto-réservés, c'est-à-dire où sont des groupes qui se sont constitués et qui vivent ensemble. Après, notre travail aussi, c'est de favoriser aussi cette rencontre entre différents groupes. Si je vous prends par exemple, il y a quelque chose qu'on fait aussi beaucoup ici qui sont les ASL, les ateliers socio-linguistiques, où ce sont des cours de français en groupe pour étrangers. Les gens viennent avec cette porte d'entrée-là, en disant moi je veux apprendre le français. Donc c'est une vraie porte d'entrée, cette action-là. Charge à nous ensuite de faire des passerelles et d'ouvrir aussi le groupe sur d'autres choses. Et là c'est quelque chose aussi qui a très bien marché chez nous, c'est-à-dire qu'on fait aussi des sorties culturelles. Donc des visites de musées, de spectacles, de soirées, etc. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait réussi à ce que autour de 40% des gens qui viennent apprendre le français ici et qui sont dans des situations parfois sociales compliquées, finalement vont aussi au théâtre et font des sorties culturelles par notre biais, ce qui n'était pas du tout gagné en fait. Il y a aussi une vraie question d'impact.
C'est-à-dire que la difficulté qu'on a et que moi j'ai le premier, puisqu'on fonctionne avec des fonds publics et que je passe mon temps aussi à rendre des comptes, c'est l'impact social de l'éducation populaire. Et c'est souvent invisible, en vrai. Ou alors c'est complètement difficile à mesurer. Des fois, ça peut avoir des effets beaucoup plus loin que mon simple bilan annuel que je fais tous les ans, parce que les effets vont être beaucoup plus lointains. Et donc voilà, il y a un problème, à mon avis, de visibilité et de mesure d'impact. Alors que je reste persuadé, sinon je ne serais pas là, qu'il y a un impact fort, vraiment. Et un impact social, mais économique aussi, vraiment. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de secteurs sur lesquels le sport peut avoir un impact positif. Il y a le secteur éducatif, évidemment, on en a parlé. Il y a le secteur social. On voit aujourd'hui, et c'est le cas notamment avec des publics éloignés de la pratique, des publics en difficulté sociale, on voit que c'est un vecteur de rattrapage très fort, y compris dans des populations qui sont parfois ce qu'on appelle dans les quartiers politiques de la ville. Et on sait que le sport est un outil de rattrapage éducatif très puissant. C'est un outil de lien social aussi. C'est encore ce qui permet, au-delà de l'école, de mélanger les populations quand elles viennent d'un milieu différent. Et donc tout ça participe à la vie de la ville, à ce qui fait que on a envie que les gens se mélangent dans une certaine diversité. On n'a pas envie que tout le monde se ressemble, que tout le monde soit pareil. Et le sport est un outil formidable pour ça.